Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais donc rappeler brièvement, puisque on ne peut pas projeter pour l'instant, ce qu'on a vu lors de la dernière séance. Donc, j'ai beaucoup parlé la dernière fois de la question de la catégorisation et donc des deux modèles de catégorisation par conditions nécessaires et suffisantes, ou bien la sémantique du prototype, ou disons catégorisation par le prototype. On avait vu du point de vue général d'abord, sur la notion générale et un peu logique, disons, de catégorisation de catégories, qu'il y avait une hiérarchie des catégories avec des hiérarchies de grande extension et d'autres de plus petite extension. Cette relation entre les catégories pouvant être imaginée comme des relations d'inclusion. Les catégories de plus grande extension comme animal incluent des catégories de plus petite extension comme mammifères, oiseaux, etc. Et puis on avait vu à ce sujet donc la distinction entre deux façons de définir les catégories, soit par intention, soit par extension. La définition des catégories par intention, ça signifie, on pourrait le dire plus simplement, par une définition. Les catégories sont définies par un certain nombre de propriétés, comme on dira par exemple qu'un oiseau, c'est un vertébré qui a des plumes. Voilà, ça c'est un exemple de définition par intention, donc enfin une caractérisation de la catégorie par intention, et puis on pourrait aussi bien donner l'extension des membres de la catégorie, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qu'on peut nommer oiseau ou chien. Alors dans le cas du modèle des conditions nécessaires et suffisantes, comme je viens de le dire pour oiseau, on se fonde sur les propriétés pour définir la catégorie. La catégorie est donc le principe de la catégorisation est fondé sur l'idée qu'on va utiliser les propriétés, disons observables pour être un peu concret, pour les propriétés d'un objet quelconque, pour le mettre dans la catégorie. Donc on va vérifier si un objet au sens très général qui peut donc inclure les êtres vivants, disons une entité quelconque, par exemple donc un oiseau, je vois un animal. Si j'observe qu'il est vertébré et qu'il a des plumes, ça signifie donc qu'il appartient à la catégorie oiseau. Donc vous voyez, je me fonde sur les propriétés définitoires de la catégorie pour dire cet objet ou cet être vivant possède telle ou telle propriété. Or, telle catégorie est définie par ses propriétés, donc cet exemplaire, cette entité, cet être appartient à cette catégorie. D'accord ? Ça, c'est le principe donc de la catégorisation par conditions nécessaires et suffisantes. On avait vu toutefois que ce type de catégorisation ne permet pas de rendre compte de la catégorisation naturelle de l'être humain, et on avait déjà vu l'exemple des bols avec l'article de Leyboff qui date des années 70, où on voyait qu'au fond la distinction entre la catégorie bol et la catégorie tasse était assez floue, parce que plus on augmente le diamètre de la tasse, plus elle se rapproche du bol. Donc on voit bien, avec un exemple de ce genre-là, qu'il n'y a pas de distinction nette entre les catégories, tout au moins dans les catégories ordinaires, usuellement utilisées par les sujets parlants. On ne parle pas là de catégories scientifiques qui seraient, disons, définies d'une manière clairement définie par des scientifiques, disons. Donc les catégories naturelles, elles, ne sont pas strictement définies. Leurs contours, leurs limites ne sont pas strictement définies, ce qui tente à montrer qu'elles ne peuvent pas être le principe de la catégorisation, le processus de catégorisation ne peut pas être fondé sur le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, parce que le modèle des conditions nécessaires et suffisantes supposerait que, il y ait des frontières nettes. C'est-à-dire que si je définis une catégorie par ses propriétés, en disant par exemple qu'un oiseau c'est un vertébré qui a des plumes, il n'y a pas d'intermédiaire. Soit les propriétés sont possédées par l'objet ou l'entité, soit elles ne le sont pas, il n'y a pas d'intermédiaire. Or, comme la catégorisation naturelle, spontanée, les objets quotidiens, etc., nous montrent que
ça ne fonctionne pas comme ça. Eh bien, on est obligé de renoncer, au moins partiellement, hein, à ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes. C'est là qu'intervient la sémantique du prototype, donc avec deux idées, l'idée de prototype d'une catégorie et l'idée de hiérarchie dans les niveaux de catégorisation, hein, avec donc cette notion de niveau de base, hein, donc, qui va signifier que tous les niveaux de la catégorisation ne sont pas équivalents. Alors, pour le premier aspect, la notion de prototype d'une catégorie, on avait vu l'exemple des oiseaux, l'exemple des meubles. Alors, pour les oiseaux, l'idée était que un oiseau comme un moineau, par exemple, en Europe, représente le prototype de la catégorie oiseau, mais que des oiseaux comme l'autruche ou le pingouin ne sont pas du tout prototypiques. Ils sont aux marges de la catégorie pour une raison simple, on l'avait vu, c'est que ce sont des oiseaux qui ne volent pas. Alors, je l'avais dit, dans la définition scientifique de l'oiseau, cette propriété de voler ou de ne pas voler n'est pas prise en considération, parce que du point de vue zoologique, cette propriété n'a aucune importance. Mais dans la catégorisation naturelle de l'être humain, pour un être humain qui vit dans le monde et qui, autour de lui, tout au moins tant qu'il y a des oiseaux, voit des oiseaux, eh bien, les oiseaux, l'être qu'on nomme oiseau se caractérise pour nous généralement par le fait qu'il vole. Hein. Un oiseau, ça vole. Bon. Et là, on voit bien la différence entre la catégorisation scientifique et la catégorisation qui est spontanément faite par les êtres humains. Donc, il y a un prototype et on va catégoriser non pas à partir des propriétés, c'est-à-dire quand je vais voir un animal quelconque, je ne vais pas scruter ses propriétés pour dire je vais vérifier pour savoir si c'est un oiseau, est-ce que je vois si c'est un vertébré, est-ce que je vois s'il y a des plumes, pour le mettre dans la catégorie oiseau. Non, ce que je vais faire spontanément, c'est mon système cognitif qui fonctionne comme ça. Je vais très facilement catégoriser l'animal dans la catégorie oiseau s'il est proche, s'il ressemble au prototype, c'est-à-dire au moineau. Hein. Tout oiseau qui va ressembler au moineau, plus l'oiseau ressemble au moineau, plus il est central dans la catégorie, plus il est facile à catégoriser comme oiseau, plus je le catégorise naturellement et spontanément comme oiseau. On avait vu aussi un exemple avec les meubles, donc des meubles comme une chaise, une table ou un canapé sont des meubles assez prototypiques, mais en revanche, un réfrigérateur ou une télévision sont beaucoup moins prototypiques. Donc on peut avoir un ou plusieurs prototypes pour une catégorie. D'accord ? Donc ça, c'est l'idée. On passe, je veux dire, d'une catégorisation qui fonctionne par une définition à une catégorisation qui fonctionne par similarité avec un prototype. D'accord ? Alors, une remarque en passant, si vous êtes amené un jour à enseigner le français, enseigner la grammaire, ça fonctionne aussi dans l'enseignement d'une langue. Hein. Enfin, je dis pour le français, mais ça marche pour n'importe quelle langue. Mais, quand on enseigne des structures grammaticales, ben, il est évidemment préférable d'enseigner les structures prototypiques et ensuite d'examiner les structures qui sont le moins prototypiques. Par exemple, pour la phrase, la structure qu'on appelle une phrase. En français, la structure typique, prototypique de la phrase, c'est la structure groupe-sujet, groupe verbal et éventuellement un groupe circonstanciel. Par exemple, le facteur, groupe sujet, distribue le courrier, groupe verbal, à 8 heures, groupe circonstanciel. Ça, c'est la phrase prototypique, avec au moins un groupe nominal, un groupe verbal. Si vous prenez une phrase comme « excellent ce livre », excellent ce livre. Bon, ben, c'est une phrase, bien sûr. Hein. Il y a bien quelque chose comme un sujet, un prédicat. Hein. Mais ça n'est pas une phrase prototypique, parce qu'il n'y a pas de verbe. D'accord ? Il n'empêche que c'est une phrase, mais c'est une phrase non prototypique. D'accord ? Donc vous voyez cette différence entre ce qui est prototypique et non prototypique. C'est très utile de l'avoir à l'esprit pour l'enseignement en général. Alors, le deuxième point, c'était la hiérarchie des catégories.
et la question des niveaux. Donc quand je vous ai rappelé tout à l'heure qu'on avait cette hiérarchie entre l'animal et puis à l'intérieur de l'animal les vertébrés, les invertébrés, à l'intérieur des vertébrés on va avoir les oiseaux ou les mammifères, etc. Hein. On a une infinité de niveaux théoriquement possibles. Mais tous ces niveaux, donc ça c'est du point de vue, si vous voulez, théorique ou logique, hein, on a une infinité de niveaux possibles, mais tous ces niveaux ne sont pas équivalents. Tous ces niveaux ne sont pas équivalents, encore une fois, du point de vue du système cognitif du sujet parlant. Hein. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, et je vous avais donné cet exemple, si vous voyez un chien qui passe dans la rue, pour le désigner, vous allez dire sans doute « ce chien est très beau ». Bon. Vous pourriez dire, en théorie, cet animal est très beau, ce vertébré est très beau, cet être vivant est très beau. Tout cela fonctionnerait du point de vue théorique. Hein. Mais du point de vue de la vie naturelle des langues, si j'ose dire, eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. On va dire de préférence ce chien. Et cette préférence pour un certain niveau dans la hiérarchie des catégories, un certain niveau d'extension, hein, cette préférence, elle a été donc montrée dans les années 70 par Eleanor Roche, hein, la même qui a travaillé sur le prototype, donc elle permet de définir un niveau de base qui est en fait le niveau le plus général que je peux obtenir tout en conservant suffisamment d'informations précises pour caractériser l'objet que je veux désigner sans être trop abstrait. Hein. Si vous dites ce chat, bon, dessine-moi un chat, vous pouvez dessiner un chat, même s'il existe des chats très différents les uns des autres. Je sais déjà un peu haut et tout. Oui, ça ne marche toujours pas? J'ai appelé service audiovisuel là. D'accord. Non, mais c'est la deuxième fois que ça m'arrive ce semestre. Ouais. Après, on connaît ce problème. Bon, bah oui, parce qu'ils l'ont déjà réparé la dernière fois. Merci quand même, monsieur. Oui, monsieur. Bon, je les attends alors. Vous êtes là jusqu'à quelle heure? J'ai 2 heures de cours, donc je suis là jusqu'à 13 h. Ah d'accord, ils vont venir avant. Ouais, bah j'espère. Merci. Du coup, j'étais en train de parler, j'ai un peu perdu le fil de mon propos, mais j'étais en train de parler de la hiérarchie dans les niveaux dans les niveaux de catégorisation, hein, c'est-à-dire qu'on peut catégoriser un objet quelconque avec un terme très général ou avec un terme plus restreint. Et donc, Eleanor Roche a montré qu'il y a un niveau de base préférentiel pour désigner, pour catégoriser. Hein. C'est-à-dire que, voilà, l'exemple, je retrouve mon propos, j'étais en train de parler d'un chat. Vous voyez, pourquoi on choisit chat et pas chat siamois, par exemple, ou bien animal, pour désigner un chat qui passe? Pourquoi on choisit chat? Bon, ben, l'explication en psychologie cognitive, c'est de dire que si je choisis plus étroit, ben, il faut que j'ai une vraie raison. Hein, regarde ce chat siamois. Bon, alors, ça supposerait que je parle à quelqu'un qui s'y connaît en chat et qui verrait tout de suite la différence, etc. Bon, si vous demandez à des gens, dessine-moi un chat siamois, ça va être compliqué quand même, parce que ça suppose une connaissance qui n'est pas une connaissance largement partagée. Donc, chat siamois, c'est un peu trop précis. Un chat, si on vous demande dessine un chat, c'est possible de dessiner schématiquement un chat. On va dessiner les moustaches, les oreilles, etc., un petit nez. Bon, il y a une espèce de dessin, de schéma un peu prototypique, justement, du chat. Et ça ne va poser de problème à personne. Si vous dites à quelqu'un « dessine-moi un chat », c'est très peu probable qu'il vous dise « Ah, quel type de chat tu veux que je dessine, un chat siamois ou un chat ?» Non, la personne va sans problème dessiner un chat. Pourquoi? Parce que ça correspond à une catégorie suffisamment bien définie, mais pas trop précise non plus. En revanche, si vous dites à quelqu'un « dessine-moi un animal », ben, il va être très embêté. Dessine-moi un animal.
il va obligatoirement vous demander quel animal tu veux que je te dessine, un chien, un chat, etc. Donc on voit que animal, là, c'est trop général, l'information n'est pas assez précise. Donc vous voyez, la caractérisation du niveau de base, pour simplifier un peu, parce qu'évidemment, on pourrait passer il y a beaucoup d'études sur ce sujet, c'est extrêmement intéressant et assez complexe, mais je simplifie beaucoup. Mais en gros, l'idée, c'est que le niveau de base est le niveau le plus général que je peux utiliser, mais qui conserve quand même une quantité d'informations utiles dans, encore une fois, dans la vie quotidienne des êtres humains. Bon, donc, et à partir de ce niveau de base, il y a un niveau superordonné, donc au-dessus, et un niveau subordonné au-dessous. Donc, vous voyez, cognitivement, les niveaux de la hiérarchie ne sont pas équivalents. J'avais donné des exemples avec animal, chien, par exemple. Donc, animal, chien, boxer, c'est le niveau de base, c'est chien, le niveau superordonné est animal, et le niveau subordonné, boxer. Pour les fruits, le niveau fruit, on ne peut pas dire dessine-moi un fruit, enfin si, on peut dire dessine-moi un fruit, mais c'est très difficile de dessiner un fruit en général, on ne peut pas. Alors que dessine-moi une pomme, c'est possible. Et dessine-moi une pomme golden, ça va être difficile, parce que peut-être elle va avoir plutôt telle couleur que telle autre, mais bon. Et même chose, les meubles, c'est général. Le niveau de base pour les meubles, ça va être chaise, table, etc. Et puis, par exemple, chaise pliante, ça va être le niveau subordonné. Alors, attendez, je fais une petite erreur de manipulation, là. Bien, alors il y a toutes sortes de caractérisations sur les niveaux dans la hiérarchie des catégories, je n'y reviens pas. Et donc, j'avais synthétisé les thèses principales de la sémantique du prototype en disant que, d'une part, la catégorie a une structure interne prototypique, que le degré de représentativité de l'exemplaire correspond à son degré d'appartenance à la catégorie, c'est-à-dire plus l'oiseau ressemble au moineau, plus il appartient à la catégorie. Alors, le degré d'appartenance à une catégorie, vous voyez, ça c'est une idée qui est totalement impossible avec le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Et pourtant, on l'avait vu dès le début, par exemple avec les vêtements, qu'il y a bien des vêtements comme les vestes, les pantalons, les chemises, qui sont prototypiques de la catégorie vêtements, alors que des chaussettes, des ceintures, des choses comme ça, des lacets de chaussures, ou même des chaussures, sont moins prototypiquement, appartiennent moins prototypiquement à la catégorie vêtements. Ça mange pas. Non, toujours pas. Ça sauter le truc. C'est bloqué sur moi. Oui, oui. Pourtant. Déjà OK et tout, là, comme la dernière fois. Je ne sais pas. Écoutez, ils vont venir voir. Oui. D'accord. J'ai fait mon petit mot. C'est gentil, merci monsieur. Je vous en prie. Donc, le degré de représentativité d'un exemplaire correspond à son degré d'appartenance à la catégorie. Troisième point qui rejoint, c'est l'idée que les frontières de la catégorie sont floues, que l'appartenance à la catégorie s'effectue sur la base du degré de similarité avec le prototype et qu'on catégorise d'une façon globale. Et j'avais conclu donc en expliquant que la catégorisation, au fond, est naturelle chez l'être humain, automatique, on ne peut pas l'empêcher, et que du coup, c'est quelque chose, c'est un processus cognitif qui, en quelque sorte, entrave d'une certaine façon l'accès à la singularité. Alors, maintenant, on va aborder un point nouveau. Là, je viens de terminer de synthétiser ce qu'on a vu la dernière fois, avec la question de la polysémie. Alors, la question de la polysémie, on l'avait vu lorsqu'on avait examiné les différents manuels de sémantique. C'est une question classique, obligatoire, un passage obligé de tout manuel de sémantique, la polysémie. Alors, je ne peux pas les projeter, mais je vous donne quelques exemples à comparer. Vous comparez d'une part être défendu par un avocat, manger un avocat,
ou bien encore manger une pêche, aller à la pêche, ou se fendre la pêche. Alors se fendre la pêche pour les étudiants étrangers, c'est une expression qui signifie rire très fort, parce que la pêche est une espèce de métaphore de la bouche, et c'est comme si en riant on ouvrait très grand, et comme si on coupait une pêche. Hein. Bon. Donc, mais retenons par exemple l'avocat, être défendu par un avocat, manger un avocat, c'est-à-dire l'avocat comme profession juridique et puis l'avocat comme fruit. Et à côté de ça, vous mettez en parallèle un bouton de rose, donc la fleur, un bouton de fièvre, le bouton donc dermatologique, recoudre un bouton, donc là c'est un bouton de vêtement, un bouton de sonnerie sur lequel on appuie, ou un bouton de porte, au sens d'une poignée de porte. Hein, on dit aussi un bouton pour une poignée. Donc dans tous ces cas, que ce soit la série avec avocat ou avec pêche, ou bien la série avec bouton, vous avez un même signifiant pour plusieurs signifiés. Puisque pour le son ou le signifiant avocat, vous avez les deux sens, homme de loi et fruit, comme pour bouton, vous avez le sens bouton de rose, comme vous avez le sens bouton sur la peau, ou bien encore bouton de sonnerie. D'accord ? Donc dans tous les cas, on a l'impression qu'on a un mot qui a plusieurs significations. Bon. Seulement, il y a quand même une différence très importante entre d'une part avocat et pêche et d'autre part bouton. Bien alors, je reprends. Pour avocat, vous voyez, vous avez ces deux significations qui n'ont absolument aucun rapport entre elles. Hein. On ne peut pas les relier. De même pour pêche, entre le fruit, bon, je laisse de côté se fendre la pêche, hein, je n'aurais pas dû mettre cet exemple, ça complique inutilement les choses, mais si je prends la pêche au sens de manger une pêche, le fruit, et aller à la pêche, pêcher des poissons, hein, j'ai le même mot pêche, mais il n'y a absolument aucun rapport entre pêcher des poissons et la pêche au sens de pêcher des poissons et la pêche au sens du fruit hein, qu'on mange. Bien. En revanche, quand je prends le bouton, là j'ai une situation différente, parce qu'il y a quand même un lien plus ou moins évident, mais dès qu'on le formule, il semble évident, entre le bouton de rose, qui est donc, vous voyez, le bouton de rose, c'est la fleur qui est en train de naître, qui forme donc une petite boule, toute petite boule. Bon. Un bouton sur la peau, c'est comme une petite boule aussi. D'accord ? Un bouton de vêtement. Alors, autrefois, les boutons étaient en forme de boule. Hein. Maintenant, ils sont souvent plats, mais on en trouve aussi encore aujourd'hui des vêtements où les boutons sont en forme de boule. Mais il y a aussi un lien. Un bouton de sonnerie, là aussi, souvent, les boutons anciens avaient une espèce de petite boule à l'extrémité. Et puis le bouton de porte, voilà, il y a encore des portes des poignées de porte qui se présentent sous la forme d'un gros bouton. Donc vous voyez que dans tous les cas, vous avez une même idée, hein, quelque chose de commun, un lien avec un sens de base, on pourrait dire. À l'origine, c'est le bouton de rose, hein, donc le bouton de fleur, je veux dire, le bouton de fleur qui a, par analogie, donné le sens qui s'est étendu, disons l'emploi du mot bouton s'est étendu à partir du sens bouton de fleur à la désignation d'autres réalités qui ont un lien avec l'idée de départ de bouton au sens de bourgeon peu avancé. Notez bien que dans le cas de la polysémie, quand on dit qu'on a plusieurs signifiés, on a quand même plusieurs catégories là. Hein. Je veux dire que du point de vue de la catégorisation, un bouton de rose, c'est quand même pas du tout dans la même catégorie qu'un bouton dermatologique. Hein. On a des catégories différentes. D'accord ? J'ai un point commun, mais des catégories différentes quand même.
D'accord? J'ai un point commun dans le mot qui désigne les catégories, mais les catégories elles-mêmes sont différentes. Bien. Donc, il y a bien une différence entre, d'un côté, l'homonymie, où on a un signifiant, par exemple avocat, qui a deux signifiés totalement disjoints, sans aucun rapport entre eux. Hein. Avocat, homme de loi, et puis avocat, fruit, par exemple. Et la polysémie, où vous avez un signifiant, mais deux signifiés qui sont quand même reliés d'une façon ou d'une autre. Là, en l'occurrence, par analogie, mais ça peut être... il y a différents opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs de polysémie. Vous pouvez avoir un lien entre les deux signifiés par métaphore, par métonymie, par extension de sens, par restriction de sens, etc. Alors, une petite précision sur l'homonymie, mais rapidement, parce que c'est très simple ça. On peut avoir des homonymes homophones homographes, donc comme pêche ou avocat. C'est en général, quand on pense à des homonymes, on pense peut-être à ce genre de choses. Mais vous avez aussi des homonymes homophones qui ne sont pas homographes, qui ne s'écrivent pas de la même façon. Par exemple, un conte au sens d'un récit, hein, un conte au sens d'un compte bancaire et un conte au sens d'un titre nobiliaire. Hein. Voilà. Donc là, j'ai plusieurs fois le son compte, mais l'écriture est différente. Donc la confusion est moins... enfin, c'est plus difficile de faire la confusion, disons. Et puis ensuite, vous avez des homonymes qui sont homographes non homophones, c'est-à-dire des mots qui s'écrivent de la même façon, mais qui ne se prononcent pas de la même façon. Hein. Cet homme est fier, mais peut-on s'y fier? Nous éditions de belles éditions. D'accord? Bon, là, donc, on a un signifiant graphique pour plusieurs signifiés disjoints, mais des signifiés oraux distincts. Bon, ça, c'est juste une petite précision sur la notion d'homonymie. Donc, les homonymes, en fait, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, on s'explique pourquoi il y a des homonymes. C'est tout simplement le hasard de l'évolution phonétique. Hein. Vous savez, bien sûr que les sons des mots ont évolué avec le cours du temps. Hein. C'est tout l'enjeu de la phonétique historique que de décrire, donc cette branche de la linguistique qui décrit l'évolution des significations au cours du temps, phonétique historique. Eh bien, la phonétique historique va nous expliquer, je ne vais pas le faire ici, mais que pour toutes sortes de raisons, le latin persica a abouti à pêche, comme piscare a abouti à pêche, au sens de péché. D'accord? A abouti à pêcher, en fait. Hein. Piscare a abouti à pêcher, qui donne pêche, l'action de pêcher. D'accord? De même, avocat, vous avez homme de loi, c'est advocatus, mais le fruit, c'est un mot qui vient, en fait, du nahuatl, hein, une langue du Mexique, et qui a été ensuite emprunté par l'espagnol et qui a donné abogado, et ensuite avocat. Donc, ce mot avocado a donné avocat par l'évolution phonétique, de même que advocatus a donné homme de loi, mais c'est un hasard de l'évolution phonétique que ces mots soient devenus des homonymes. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils ont des origines étymologiques, ce qu'on appelle des étymons, totalement différents. Alors que pour bouton, évidemment, vous avez un seul étymon. Vous avez tous les sens de bouton viennent du même dérivé de bouter, au sens de pousser. Hein, bouter, ça veut dire pousser, avec un suffixe on. Bouton, donc c'est ce qui pousse, hein, ce qui pousse au sens d'une fleur qui pousse, hein, d'où le bouton de fleur. Et à partir de cette étymologie, eh bien, on obtient, vous voyez, là dans le TLFI, je vous l'avais déjà dit, il y a des informations intéressantes du point de vue de l'étymologie et de l'histoire. Donc, par exemple, on voit bien ici que le sens qui apparaît en premier, c'est le sens de bourgeon, d'accord ? Un peu après, le sens de bouton de vêtement. Un siècle ou deux après, la petite boule qui sert à saisir des objets, donc le bouton de porte, je suppose. Ah non, là, c'est ensuite le bouton qui sert à pousser une porte. Donc,
Et puis enfin, vous voyez, uniquement au XVIe siècle, le bouton au sens de bouton dermatologique, 1530. Oui, donc on a, à partir du même étymon bouté, historiquement, ont émergé des significations nouvelles du même mot. Alors, ça c'est un point important de la polysémie, c'est que ça permet d'étendre le vocabulaire avec un coût cognitif moindre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le jour où, mettons au XVIe siècle, on a eu besoin, la médecine s'est développée, et on a eu besoin d'un mot spécial pour désigner, un mot spécial en français, il y en avait peut-être un en latin, je ne sais pas, c'est vrai que je ne me suis pas posé la question, mais le fait qu'apparaisse le mot bouton en français est probablement justifié par le fait qu'on avait un besoin de désignation et on n'avait pas de mot adéquat pour le faire. Hein. Donc, il y avait plusieurs solutions. Quand on a besoin d'un mot nouveau, ben, on va le voir tout à l'heure, on peut emprunter un mot à une autre langue, il y a toutes sortes de solutions. On peut créer un mot à partir de rien du tout, inventer un mot nouveau. Mais toutes ces solutions, elles supposent d'apprendre, elles supposent un coût cognitif assez important, parce qu'il faut intégrer dans votre mémoire un élément totalement nouveau, aussi bien du point de vue de son sens que du point de vue de sa forme. Alors que là, avec la polysémie, l'avantage, c'est que vous utilisez un mot que vous connaissez déjà, hein, mais vous étendez son sens pour lui donner un sens nouveau. Donc là, le mot bouton était disponible en français pour désigner ces diverses choses, des petites boules, hein, et on s'est servi au XVIe siècle de ce mot pour désigner en plus le bouton dermatologique. Donc, je considère que c'est un coût cognitif plus faible, puisqu'on a déjà le mot et qu'on se contente d'étendre le sens du mot, plutôt que d'inventer un mot complètement nouveau. Pensez au développement de l'informatique, relativement récent. C'est évident pour tout le monde qu'un bureau d'ordinateur, ça désigne ce qui est en général sur votre écran d'accueil, etc., enfin, disons, il y a un dossier bureau où vous mettez toutes sortes de documents. Bon, c'est de la polysémie. On a pris le mot bureau qui existait pour désigner soit la pièce, le bureau, soit le meuble, le bureau. Bon, là encore, c'est une autre polysémie, mais prenons simplement l'exemple du bureau, qui est le meuble sur lequel je pose des documents. Dans la réalité, hein, on a utilisé ce mot pour l'étendre son sens et désigner le bureau de l'ordinateur. On aurait pu créer un mot nouveau. Et c'est comme ça, je veux dire, le vocabulaire de l'informatique, heureusement, il a été construit avec toutes sortes de mots nouveaux par polysémie. Hein, donc des mots pas complètement nouveaux, mais simplement des acceptions nouvelles. Donc on a utilisé des mots existants pour les étendre et qu'ils puissent désigner d'autres choses. Alors, dans un dictionnaire, vous voyez, la polysémie des mots, elle apparaît assez nettement. Hein. On voit qu'il y a une entrée, bouton, et puis plusieurs sens à l'intérieur de la même entrée. Donc, alors que tout à l'heure, quand on regardait pêche avocat, si vous cherchez avocat dans un dictionnaire, vous aurez deux entrées différentes. Vous n'avez pas le mot avocat, et puis dessous, premièrement, homme de loi, deuxièmement, fruit. On pourrait imaginer que c'est ça. Mais si c'était ça, ça voudrait dire que c'est le même mot qui a deux sens. Mais non, ce n'est pas le même mot qui a deux sens. Ce sont deux mots différents. D'où le fait qu'il y a deux entrées différentes dans le dictionnaire. Alors que pour bouton, on a une seule entrée dans le dictionnaire, le mot bouton, et puis à l'intérieur, ce qu'on appelle des acceptions, donc différentes significations pour le mot, qui sont regroupées en thèmes et où parfois les opérateurs de polysémie sont indiqués, vous voyez, par métaphore. Là, c'est une extension par métaphore du sens fleur, du sens de bouton au sens de bourgeon peu avancé. Donc, une personne très jeune, d'une extrême fraîcheur, elle devait vivre, Dieu l'avait écrit, cher bouton de la plus belle des fleurs. Donc là, bouton veut dire, réfère à une personne. Donc j'ai une extension de sens par métaphore. En bouton, des vies en bouton qui sont en plein développement. D'accord ? Donc ailleurs, on a
par analogie, hein, avec le bouton d'habillement, par exemple, mais on pourrait, là c'est un choix, bon, on pourrait discuter hein, d'un dictionnaire à l'autre. Si vous regardez bouton dans des dictionnaires, c'est intéressant comme mot parce qu'il a quand même une polysémie assez grande, et d'un dictionnaire à l'autre, tous les dictionnaires ne font pas les mêmes choix en fait, de regroupement de polysémie. Hein. Ça vous rappelle que les dictionnaires ils décrivent comme ils le peuvent les réalités linguistiques, enfin les propriétés du lexique, mais ce sont des travaux, enfin, ce sont des travaux faits par des professionnels, mais qui font des choix. Hein. Ce n'est pas une description de la réalité linguistique. C'est une représentation de la réalité qui peut varier d'un dictionnaire à l'autre. Mais vous avez donc ces emplois, ces opérateurs de polysémie, par analogie, par métaphore, etc. Hein, donc là, je vous donne les différents opérateurs. Donc on a vu la métaphore, l'analogie. La métonymie, l'opérateur de métonymie, c'est par exemple blaireau. Donc un blaireau, c'est un... ça ne s'utilise plus beaucoup aujourd'hui, mais ça s'utilisait autrefois. C'est une sorte de pinceau où on met de la mousse à raser pour se raser. D'accord ? Et à l'origine, il semblerait que ce blaireau était fait avec des poils de l'animal blaireau. Donc, le rapport, là, le lien entre le blaireau animal et le blaireau pinceau pour se raser, hein, pinceau pour étaler la mousse à raser, c'est un rapport de métonymie. La métonymie, c'est qu'on utilise une partie de l'objet pour désigner sa totalité. Donc on utilise l'animal qui a produit les poils pour désigner les poils dont le blaireau est composé, pour désigner donc le blaireau dans sa totalité. Ensuite, l'extension de sens, bon, minute, une minute, ça désigne une durée de 60 secondes, d'accord ? Mais si vous dites « je reviens dans une minute » ou « dans 2 minutes », c'est pas dans exactement, je veux dire, si la personne revient au bout de 65 secondes, vous n'allez pas lui dire « ben non, tu m'avais dit que tu revenais dans 1 minute, tu reviens dans 65 secondes, c'est pas 1 minute. Hein. » Donc il y a une extension de sens du nom minute qui signifie non plus 60 secondes, mais très brève durée de temps, très brève durée. Un panier aussi, on pourrait dire un panier de quelque chose, au sens d'une certaine quantité de... Ensuite, restriction de sens, bah, là on retrouve notre homme, être humain ou être humain mâle adulte. Hein. Quand on prend le mot homme au sens être humain mâle adulte, c'est une restriction à partir du mot homme, être humain en général. Donc, vous voyez, dans tous ces cas, chacun de ces mots-là a 2 significations. La signification de base et la signification dérivée. Donc il y a de la polysémie, d'accord ? Et dans le cas de la polysémie, il faut toujours se poser la question de savoir quelle est la relation entre le mot de base et entre le sens du mot de base et le sens dérivé du même mot. Quelle est la relation ? Bon, les principales relations sont celles-ci. Soit c'est une relation de métaphore, d'analogie. Bon, après, tout dépend, c'est un peu flou la différence entre métaphore et analogie selon les auteurs, hein, parce qu'on n'a pas toujours clairement une distinction entre ce qui relève de la métaphore et ce qui relève de l'analogie, mais passons, métaphore, analogie, métonymie, extension de sens, restriction de sens. Ce sont les principaux opérateurs de métonymie, de polysémie, selon notamment Robert Martin, mais bon, c'est accepté par beaucoup de linguistes. Hein. Alors, quelques conclusions sur à la fois la notion de catégorisation et la question de la polysémie. Donc, on a vu que les catégories naturelles, par opposition aux catégories scientifiques, oui, cette idée de distinguer 2 modes de la catégorisation à un mode un peu scientifique, objectif pas au sens où ce serait dans la réalité, ça c'est encore un autre problème, mais disons, objectivé ou objectivable, hein, si on veut, les catégories scientifiques.
on a bien vu avec toutes sortes d'exemples qu'il y a quand même deux perceptions du monde. La perception de l'être humain ordinaire, qui peut très bien être un scientifique dans sa vie courante. Le scientifique, il a beau être un scientifique, il ne va pas... bon, après, il faudrait définir plus précisément ce que c'est qu'un scientifique, mais on ne va pas rentrer là-dedans. On repensait aux exemples qu'on a déjà vus, de l'oiseau vu par le scientifique, qui est par le spécialiste de zoologie, qui va être un vertébré à plumes, point, parce que dans sa classification, ça fonctionne comme ça. Et puis l'oiseau, pour l'être humain normal, qui peut être aussi très bien le scientifique quand il se promène le week-end à la campagne et qu'il regarde les oiseaux. Bon, donc cette distinction, elle a été théorisée par certains philosophes du langage d'ailleurs. Il y a deux usages du langage d'une certaine façon. Il y a un usage technique et un usage ordinaire. Et puis, bon, vous savez peut-être qu'il y a tout un courant de la philosophie du langage ordinaire, autour de Wittgenstein notamment, qui s'est beaucoup intéressé à ces questions. Donc, beaucoup de choses qui relèvent de l'ordinaire dans le langage plus que de ce qui est scientifique au sens d'une vision scientifique du monde. Bien. Alors, on l'a vu, cette distinction, à partir donc de ces deux modes de catégorisation. On a vu qu'au fond, la catégorisation par conditions nécessaires et suffisantes, c'est très utile pour la catégorisation scientifique, mais l'être humain, spontanément, lui, il fonctionne plutôt par prototype, avec aussi une préférence pour le niveau de base. Ensuite, bon, on a vu qu'il y avait donc un degré de similarité avec le prototype qui caractérise la catégorisation prototypique. Et on peut considérer, je l'avais suggéré déjà, que la catégorisation, c'est un processus analogique en fait. La notion d'analogie, on peut lui donner un caractère très général. Et en fait, puisqu'il y a une similarité, à partir de cette similarité, on effectue une catégorisation. Donc, c'est ce qu'on peut appeler une analogie homogène, au sens où on va mettre toutes les choses dans une même catégorie. C'est-à-dire, je vais catégoriser des oiseaux, donc tout ce que je catégorise, c'est homogène au sens où ce sont tous des oiseaux que je vais mettre dans ma catégorie oiseaux. Bon, mais je passe sur ce point, c'est un point technique que vous verrez plus tard si vous continuez vos études en linguistique. Ensuite, on avait vu la notion de dénomination. Donc, les mots dénominatifs renvoient à des catégories, parce que pas les noms propres, on l'a vu, les noms propres ne renvoient pas à des catégories, mais les unités lexicales, elles renvoient à des catégories. Et très souvent, c'est vraiment une propriété générale des langues, ils sont polysémiques. Vous voyez, ça aussi, c'est une différence entre une vision scientifique des langues et une vision naturelle. Dans les langues, il y a eu des tentatives dans l'histoire des idées de fabriquer des langues qui soient plus précises que la langue ordinaire et où chaque mot a une seule signification, comme, je ne sais pas, en mathématiques, par exemple, on essaie d'éviter absolument la polysémie pour que tout le monde soit parfaitement d'accord. Lorsque je parle d'addition, je parle d'une opération mathématique très précise et il n'y a pas de polysémie. Bon. Mais dans le langage courant, dans l'usage courant des langues, il y a bien sûr de la polysémie permanente. Encore une fois, si à chaque fois que vous avez un mot polysémique, c'est-à-dire un mot qui a plusieurs sens, imaginez que vous preniez dans un dictionnaire, chaque fois qu'il y a un mot et qu'il a, mettons, 5 sens différents, ce mot, imaginez que vous comptez qu'il faudrait 6 mots. Si on n'utilisait pas la polysémie, il faudrait 6 mots différents. Vous voyez ? Par exemple, pour bouton, on a vu qu'il y avait, je ne sais plus, 4, 5 acceptions possibles. Donc, à partir du niveau de base, mettons, il y a le niveau de base, et puis, bon, mettons, je crois que c'était 4. Le niveau de base et 4 significations en plus. Donc, ça ferait, si on n'avait pas la polysémie, il faudrait un sens, un mot pour chacune des acceptions. Donc là où vous avez un mot, il vous en faudrait 5. Et multiplier ça par les dizaines de milliers de mots du dictionnaire,
ça devient ingérable. C'est-à-dire vous avez une quantité de vocabulaire à apprendre qui est impossible, qui est possible peut-être, mais qui est très compliqué. Hein. Donc on voit bien là, avec un exemple comme celui-ci, que sans la polysémie, que la polysémie est un système qui permet d'économiser, de s'économiser cognitivement, hein, pour les langues. Et de même que, je vous l'avais dit, de même que la polylexicalité. Hein. Vous vous souvenez, je vous avais dit que quand on crée des unités polylexicales, ou comme table ronde, comme d'autres, peu importe, hein, quand on a des unités lexicales comme ça, je crée aussi un mot nouveau à partir d'éléments connus. Hein, je sais ce que c'est qu'une table, je sais ce que ça veut dire ronde. Table ronde, ça ne veut pas forcément, ça prend un sens nouveau parce que c'est une unité polylexicale, donc ça ne veut pas dire une table qui est ronde, mais en même temps, il y a une certaine transparence, parce qu'une réunion, on l'a fait autour d'une table qui est ronde. Bon. Donc il y a aussi, là, dans le cas de table ronde, quelque chose comme une économie cognitive. Donc la polysémie et la polylexicalité sont deux moyens très importants de réduire le lexique, des moyens pas de réduire le lexique, pardon, mais plutôt d'avoir un lexique élaboré à moindre coût cognitif. Hein. Alors, on a vu aussi qu'il y a des opérateurs de polysémie, et donc que les sens d'une unité polysémique correspondent à des catégories distinctes. Hein. C'est ce qu'on appelle parfois la non-unifiabilité, c'est-à-dire que quand vous prenez par exemple le bouton qui signifie bouton de rose ou bouton dermatologique, il y a bien un mot pour dire deux choses différentes, un même mot, mais il n'y a pas une catégorie. Il n'y a pas une catégorie générale dans laquelle vous pouvez mettre ensemble les boutons de fleurs et les boutons sur la peau. Vous voyez, ça ne marche pas. On ne peut pas unifier les catégories. Donc, l'unité lexicale polysémique a bien cette vertu d'étendre le lexique. On aurait une situation différente avec, par exemple, un mot comme enfant. Un enfant, ça peut désigner un garçon, un enfant mâle ou un enfant femelle, un garçon ou une fille. Bon, est-ce que c'est de la polysémie, ça? Parce qu'après tout, vous allez me dire, oui, enfant, ça peut signifier enfant garçon ou enfant fille. Donc c'est bien un mot qui a deux acceptions différentes. Mais en fait, non, ça, c'est pas de la polysémie. Pourquoi? Parce que c'est deux sous-catégories à l'intérieur d'une seule et même catégorie. C'est deux sortes d'enfants, mais ça fait partie de la catégorie enfant. Alors que le bouton dermatologique et le bouton de fleurs ne font pas partie d'une seule et même catégorie de boutons, au sens de la catégorie des objets que l'on peut nommer boutons. Hein. Alors ensuite, il y a tout le problème de savoir d'où elles viennent ces catégories. Hein. Est-ce qu'elles viennent, est-ce qu'elles sont... comment se fait-il que notre esprit fonctionne avec certaines catégories? Est-ce que nous récupérons les catégories qui sont dans les langues? C'est-à-dire que nous, comme le disent certains linguistes ou philosophes du langage qu'on appelle parfois des relativistes, est-ce que nous voyons le monde à travers les catégories que nous donne la langue que nous parlons? Si les catégories sont dans la langue et que quand j'apprends une langue, en fait, je catégorise, je m'entraîne à catégoriser d'une certaine façon. Et je vois le monde d'une façon peut-être un peu différente de celui qui va parler une autre langue. Ou bien, est-ce que les catégories sont dans la réalité et en fait, les langues ne font que refléter les catégories qui existent dans la réalité? Ou alors moi, dans mon expérience de la réalité, je construis des catégories mentales qui n'ont pas besoin forcément d'être sémiotisées dans les langues? Bon, vous voyez, là, il y a toute une série de problèmes tout à fait intéressants qui
que je ne fais que mentionner, mais qui nous entraînerait beaucoup trop loin. Mais ce qui est indubitable, c'est que, qu'on le prenne par un moyen ou un autre, il y a un moment cognitif, mental dans les catégories. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'être humain met en œuvre des processus de catégorisation. Et donc, voilà, ces processus cognitifs de catégorisation, ils viennent à la fois des dénominations disponibles dans les langues et des informations sensorielles qui nous viennent du monde. Et puis, on l'avait vu, hein, certaines catégories sont, j'ai dit tout à l'heure, sémiotisées, mais lexicalisées, on peut dire plus précisément, et d'autres non. Hein. On peut avoir des catégories qui ne sont pas spécialement sémiotisées. Alors maintenant, on va aborder le dernier chapitre de cette partie, la formation de l'unité lexicale. Alors, reprenons. Je vais donc traiter, mais en fait très rapidement, quelques questions autour de la formation de l'unité lexicale. Tout d'abord, un rappel sur la notion de morphème. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle un morphème? Bon, ce sont donc les constituants de l'unité lexicale, pas seulement d'ailleurs de l'unité lexicale, mais aussi de l'unité grammaticale, mais ici on s'intéresse à l'unité lexicale. Sur la notion de morphème, on distingue d'abord les morphèmes lexicaux des morphèmes grammaticaux. Hein. Ça, on en a déjà parlé, je n'y reviens pas. Donc, autrement dit, les mots, on peut étendre aux morphèmes la distinction entre mots lexicaux et mots grammaticaux. Les morphèmes libres et les morphèmes liés. Donc, les morphèmes libres, ça va être un mot, comme précaire par exemple, qui est, il est libre, je peux l'utiliser de manière totalement autonome, mais si je distingue deux morphèmes dans précarité, il y a précar et ité, eh bien chacun de ces deux éléments, le morphème précar et le morphème ité, ne sont pas susceptibles d'un usage autonome. Je ne peux pas utiliser précar tout seul, ni ité tout seul. Donc ce sont des morphèmes qu'on appelle liés. Il y a les morphèmes liés, en particulier, disons que là j'ai indiqué que les morphèmes liés, ce sont les affixes. En réalité, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce qu'on appelle des affixes, ce sont des morphèmes liés. Hein, puisqu'il y a des morphèmes liés qui sont au fond les formes des radicaux, mais peu importe. Donc, on a donc deux sortes d'affixes, des affixes flexionnels et des affixes dérivationnels. Hein. Donc les affixes, ce sont les morphèmes liés, donc les morphèmes qui n'apparaissent pas tout seuls, qu'on appelle des affixes. Hein. Et puis on distingue deux types d'affixes, les affixes flexionnels, donc préfixes, suffixes principalement, hein, et puis les affixes flexionnels, marques de genre, de nombre, etc., par opposition aux affixes dérivationnels, hein, qui sont les préfixes, les suffixes en français. Hein. Il y a aussi les infixes dans certaines langues, mais en français, il n'y en a pas. Donc, cette distinction entre affixes flexionnels et affixes dérivationnels, elle est assez stable. Hein. Je veux dire, elle correspond à une distinction entre deux types de morphèmes. Les affixes flexionnels, ils créent la forme nouvelle d'un lexème, mais ça n'est pas un lexème nouveau, ce n'est pas un mot nouveau. Hein. Quand je mets, par exemple, quand je mets chaise au pluriel, je ne crée pas un mot nouveau, je crée une forme nouvelle du mot chaise, je mets simplement le mot chaise au pluriel. En revanche, quand je prends balayer et que je dérive balayage, là j'ai bien deux mots nouveaux. D'accord ? Donc, dans un cas, l'affixe crée un lexème nouveau, c'est le cas de l'affixe dérivationnel, alors que l'affixe flexionnel, lui, il crée simplement la forme nouvelle d'un mot. Il y a une autre distinction importante, c'est qu'il y a quand même une certaine systématicité dans les affixes flexionnels. C'est très grammatical. Hein. Dans les langues, la plupart du temps, quand on a intuitivement des choses très grammaticales, elles sont en même temps très systématiques. Je veux dire qu'en français, à part quelques pluriels en X, la plupart des pluriels des noms, des adjectifs, sont en S. Donc, vous allez avoir chaise, plus S, ça donne chaise au pluriel, table, plus S, ça donne table au pluriel, etc. etc. C'est systématique. Hein. Alors que les affixes dérivationnels, elle, la morphologie dérivationnelle, elle est beaucoup moins régulière. Il y a une certaine régularité, hein, quand même. C'est-à-dire que là, j'ai pris l'exemple du suffixe age, hein, qui fabrique
des noms à partir de verbes. Bon, vous pouvez dire sécher, séchage, truquer, trucage, balayer, balayage, laver, lavage. Donc il y a bien une certaine productivité, comme on dit parfois, du suffixe age. Vous fabriquez, c'est un moyen de fabriquer des noms à partir de verbes. Mais ça n'est pas aussi systématique que le pluriel, hein, parce qu'il y a plein de cas, manger, on n'a pas mangeage, dormir, il n'y a pas dormage, etc. Donc vous ne pouvez pas généraliser, vous ne pouvez pas dire tous les noms, tous les verbes, même si vous vous limitez au verbe du premier groupe, tous les verbes du premier groupe peuvent fabriquer des noms si j'ajoute un suffixe age. Alors que les exceptions au pluriel sont extrêmement limitées, et vous pouvez quand même dire globalement qu'on fabrique le pluriel en français avec un S. Il y a quelques rares exceptions, mais beaucoup moins que les exceptions pour fabriquer un dérivé nominal en âge d'un verbe même du premier groupe. Bon, et puis enfin, il y a une liste fermée dans le cas des affixes flexionnels, alors que la liste est ouverte dans le cas de la dérivation. Enfin, pour ce qui concerne les affixes dérivationnels, donc je vous le disais, on distingue les préfixes, donc où vous avez le préfixe et la base, donc le préfixe en premier et ensuite la base. Les suffixes, vous avez d'abord la base et ensuite le suffixe. Et puis je vous disais, il y a les infixes où vous avez une partie de la base, l'infixe et ensuite la base ici. Oui, j'ai laissé le S, là, j'aurais dû mettre un I, mais bon, ça ne nous concerne pas pour le français. Alors, la base, c'est le mot dont est issu le dérivé. Une base, c'est une unité lexicale. Hein. Par exemple, pour nationalisation, la base, ça va être nation. Pour précarité, la base, c'est précaire. Donc, c'est vraiment la base, une unité lexicale autonome, hein, à partir de laquelle on va fabriquer un autre mot. En revanche, le radical, c'est comment on a transformé la base pour fabriquer ce fameux mot nouveau. Alors, par exemple, dans nationalisation, le radical, il est exactement pareil que la base, il n'y a pas de modification. Mais pour précarité, vous voyez, vous avez précaire qui est la base, mais le radical, c'est précar. C'est une transformation de la base pour fabriquer le dérivé. Et alors, ces deux éléments, base et radical, bon, il y a des variations hein, selon les manuels, selon les auteurs, mais ça, c'est quand même, cette distinction-là, c'est celle qui est la plus couramment admise en morphologie aujourd'hui. Enfin, la racine, la notion de racine, ça, c'est une notion qui n'apparaît qu'en diachronie. Hein, et d'ailleurs, on verra qu'il faut bien distinguer en morphologie lexicale la diachronie de la synchronie. Bon, par exemple, pour respirer, vous voyez bien qu'entre respirer, inspirer, expirer, dans tous ces cas, vous avez un élément spire qu'on retrouve partout, hein, dans tous ces mots. Eh bien, cet élément, ce n'est pas un mot français, ce n'est pas un radical du français, ça vient du latin. Hein. Spire, ça vient du latin spirare, mais c'est ce qu'on appelle donc une racine, hein, pour le distinguer. Donc, ça ne peut pas être considéré comme une base, ni comme un radical, puisque pour avoir un radical, il faut une base. Donc c'est une espèce de base, mais qui n'appartient pas au français. Et puis donc, je disais, les affixes flexionnels, j'ai donné l'exemple du genre, du nombre, mais ça peut être le genre, et tam, ça veut dire temps, aspect, mode, c'est-à-dire toutes les variations du verbe. Hein, quand vous conjuguez un verbe, vous faites varier ce qu'on appelle les désinences, donc qui sont des affixes flexionnels, hein, qui sont la flexion du verbe. Alors maintenant, disons un mot des différents procédés de formation des unités lexicales. Je disais tout à l'heure que la polysémie était un moyen économique d'augmenter le lexique d'une langue. Bon, ben là, vous avez des moyens un peu moins économiques. Donc, il y a d'abord l'emprunt. Carrément, vous prenez un mot à une autre langue. Hein.
par exemple, shopping, mailing. En français, quand vous utilisez le mot shopping, c'est évidemment un emprunt à l'anglais, mailing, un emprunt à l'anglais aussi. Bon, il y a toutes les langues empruntent à d'autres langues. Hein. En français, il y a des emprunts à l'anglais, beaucoup d'emprunts à l'arabe, des emprunts à l'allemand, enfin à toutes sortes de langues, comme toutes les langues prennent dans d'autres langues. Hein. Alors évidemment, en français, il y a tout un courant de personnes qui pensent qu'il y a trop d'anglicismes, hein, qu'il faut protéger le français contre les anglicismes, et en particulier essayer de trouver des équivalents français pour éviter d'utiliser des mots anglais, parce que ça, en quelque sorte, ça mettrait en danger la langue française. Alors ça, c'est une position qui est très souvent adoptée au Québec, hein, parce que le Québec se bagarre au milieu d'une zone géographique où on parle en anglais, et donc il y a cette volonté farouche donc, de préserver le français. Mais alors, en France, ça donne des solutions qui sont parfois... Il y a une commission officielle de terminologie, une commission nationale, qui essaie de trouver des équivalents de mots nouveaux et qui parfois propose des solutions intéressantes, mais très souvent propose quand même des solutions qui n'ont aucun avenir. Alors il y a un exemple célèbre, c'était start-up. Vous vous souvenez, pour parler des start-up d'une jeune entreprise, hein, on dit une start-up. Est-ce que vous connaissez le mot qu'avait proposé la commission terminologie? Non, ça ne vous dit rien? C'était jeune pousse. Une jeune pousse, pour dire. Bon. Alors, là, j'ai appris récemment, alors, sauf si je ne me trompe pas, mais que pour remplacer skatepark, la commission a proposé planchaudrome. Planchaudrome, donc, parce que un skate, c'est comme une planche à roulettes, hein, on le disait d'ailleurs autrefois, donc un planchaudrome. Donc, franchement, je suis très dubitatif sur le succès de planchaudrome, mais bon, voilà, il existe une commission comme ça pour éviter les emprunts à l'anglais. Alors, certes, ce n'est pas une question facile, hein, il ne faut pas la négliger trop rapidement en disant bon, il n'y a pas de problème. Certes, le français prend à l'anglais, mais il y a peut-être des langues qui empruntent au français. Puis, ce qu'on dit souvent, c'est que l'anglais est bourré de mots français. Hein. Il y a une bonne partie du vocabulaire anglais qui provient d'emprunts au français. Bon. Bref, je passe sur ce point, il y aurait plein de choses à dire. Il y a souvent en anglais deux mots, un mot d'origine germanique et un mot français pour dire la même chose. Bon, bref. Alors, il y a un cas particulier d'emprunt qu'on appelle le calque, qui en fait correspond, par exemple, quand on a utilisé souris dans le vocabulaire de l'informatique, en fait, le mot mouse existait déjà en anglais pour dire souris d'ordinateur, et on l'a emprunté, on a utilisé le mot souris en français, donc on a calqué. C'est un emprunt d'un type un peu particulier. D'ailleurs, souris, c'est un très bon exemple de polysémie. Hein. La souris, ça peut signifier une souris, le rongeur, hein, l'animal, et la souris d'ordinateur. Quel est l'opérateur de polysémie, à votre avis, dans ce cas-là? Entre la souris, le rongeur au départ, et la souris d'ordinateur. Ben là, c'est l'analogie, hein, c'est une analogie de forme. Parce qu'à l'origine, les souris, elles avaient un fil. Maintenant, c'est de plus en plus rare hein, qu'on utilise des souris avec des fils. Mais il y avait donc cette espèce de souris avec un fil qui évoquait le corps d'une souris et puis la queue de la souris qui était le fil de la souris d'ordinateur. Bon, donc il y avait une analogie de forme. C'est de la polysémie avec un opérateur de polysémie qui est l'analogie. Alors ensuite, deuxième possibilité pour avoir un mot nouveau, faire une dérivation. Hein. C'est-à-dire là, on prend dans la langue et on dérive en créant un mot nouveau.
cette dérivation, elle peut aussi se faire sans suffixe ou préfixe. Hein. Vous voyez, là, la dérivation affixale, j'ai repris nation qui donne nationalisation, mais on peut avoir ce qu'on appelle une dérivation non affixale, qu'on appelle aussi la conversion. Donc simplement, on a un nom et on le transforme dans une autre catégorie. Alors, sans changement de forme du tout, par exemple, portable, l'adjectif, peut se transformer en importable. Hein. Ça devient un nom. Donc là, simplement, on a créé un nom nouveau par dérivation, en utilisant un adjectif. Parfois, le changement de catégorie implique une petite transformation, en particulier quand vous transformez un nom en verbe. Ben, forcément, il prend les formes du verbe, par exemple ER à l'infinitif. Donc, conversion portable-importable avec ce cas particulier de l'antonomase où là, la conversion, ce n'est pas un changement de catégorie grammaticale, c'est un changement entre nom propre et nom commun. Un nom propre qui devient nom commun. Ampère, qui était un savant qui a donné le nom de cette mesure d'intensité, l'ampère. Bon, ensuite, vous avez le figement. Donc, ça, ce sont les noms composés. Avec un cas particulier, donc non composé, hein, unité polylexicale, vous vous souvenez, on a vu ça, je n'y reviens pas. Avec ce cas particulier de la composition savante, où là, on a des morphèmes lexicaux-liés qui ont subi une forme de figement. Donc, pourquoi il faut distinguer un cas particulier? Parce que dans bibliothèque, vous avez bien un élément tech, hein, comme dans ludothèque, etc. Mais cet élément tech ne peut pas être considéré, ce n'est pas un suffixe, hein, c'est un élément lexical, mais qui vient d'une autre langue que le français. Donc, c'est pour cette raison qu'on parle, dans ce cas, de composition savante. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le mot valise, qui est une association d'une composition et de troncation. Donc, par exemple, alicament, ce qui est fabriqué à partir de aliments et de médicaments. Hein. Donc, un alicament, c'est un aliment, je ne sais pas, un yaourt par exemple, qui en fait est bon pour la santé. Donc c'est ce qu'on appelle un alicament. Donc on a coupé aliment en gardant que le début, on a coupé médicament en ne gardant que la fin. Donc ça c'est la troncation. Et par composition, donc on a relié le début du premier mot et la fin du deuxième. Et enfin, vous avez des cas particuliers, troncation, acronymie et siglaison. Donc la troncation, c'est quand on coupe la fin d'un mot, hein, périph, apart. La siglaison, c'est le cas où vous prononcez les lettres, hein, un PDG, un CV, la RATP. Et l'acronymie, qu'on peut considérer comme un cas particulier de la siglaison, où là vous prononcez, vous ne dites pas c'est l'UNESCO, vous dites c'est l'UNESCO. D'accord ? Donc là, ça se prononce comme un mot, alors que là, pour la RATP, personne ne dit c'est la RATP. Hein. Donc vous avez ici un procédé un petit peu différent, mais disons on peut considérer l'acronymie comme un cas particulier de siglaison. Alors, un dernier point sur cette question-là, c'est la question de l'identification des unités lexicales construites. Parce que du coup, quand on prend en considération ces phénomènes donc, de préfixation, de suffixation, en particulier la dérivation, donc, vous avez une distinction entre des mots comme chaise, table, qui ne comportent pas de préfixe ni de suffixe. Donc, on appelle ça des mots non construits. En revanche, un mot comme balayage, formé à partir de balayer, c'est un mot construit. Donc, un mot non construit, il se compose d'un seul morphème lexical. Un mot construit se compose de plusieurs morphèmes lexicaux. Enfin, plusieurs morphèmes, c'est-à-dire une base et puis des préfixes ou des suffixes. Hein. Évidemment, on laisse de côté
les morphèmes flexionnels. Bien, alors comment être sûr de bien faire la décomposition? Bon, il y a 3 critères pour avoir une unité lexicale construite. D'une part, il faut que chaque segment existe dans d'autres unités lexicales. Bon, si vous prenez tordre, détordre, par exemple, tordre, détordre, ben, le préfixe dé existe bien dans d'autres unités lexicales. Vous avez ranger, déranger, tordre, détordre, d'accord? Donc le mot dé, il existe dans d'autres, enfin, le morphème dé, le préfixe dé, il existe dans d'autres mots. De même, tordre, vous le retrouvez vous trouvez tordre tout seul, et puis vous trouvez retordre, par exemple. Donc là, les 2 éléments sont dans une famille de mots qui existent et qui sont... donc ça montre que ils ont une productivité, ces éléments, que le dé, il peut être utilisé pas seulement pour ce mot-là, mais pour d'autres aussi. Bien. Ensuite, il y a la compositionnalité. C'est l'idée que le sens global doit être la résultante du sens des 2 éléments. Alors c'est là où on voit la différence entre détordre et déterminer. Parce que détordre, on voit bien le rapport entre détordre et tordre, c'est-à-dire que tordre, dé indique le processus à l'envers, c'est-à-dire le fait que si vous avez quelque chose qui est tordu, détordre, c'est revenir en amont de la torsion. Donc on a annulé, il y a une dimension un peu de négation, d'annulation d'un processus dans le dé. Bref, peu importe, on voit bien le lien entre tordre et détordre. En revanche, vous voyez que déterminer a l'air d'être fait pareil, il y a le verbe terminer qui existe en français, mais est-ce qu'on peut dire que déterminer, on peut le découper en dé plus terminé, avec dé, qu'est-ce que ça voudrait dire? On serait bien embêté. En tout cas, on ne peut pas considérer que le dé de déterminer a le même sens que le dé de détordre. C'est clair. Déterminer, ça ne veut pas dire revenir en amont de la situation où on aurait terminé, comme détordre signifie revenir en amont de la situation où on a tordu quelque chose. On avait un objet qui n'était pas tordu, on l'a tordu, et ensuite détordre, c'est on est revenu à la situation de l'objet avant qu'on le torde. Bon. Avec terminer, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas dire j'ai quelque chose, je l'ai terminé et ensuite je l'ai déterminé, je suis revenu avant de l'avoir terminé. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc là, la condition avec déterminé, la condition de compositionnalité ne marche pas. Bon, la minimalité, c'est simplement l'idée que quand on décompose un mot, il faut aller jusqu'au niveau où on ne peut plus décomposer. Alors, donc vous voyez, c'est assez clair la différence entre détordre et déterminer, mais ça m'amène à ajouter un point sur la distinction entre le point de vue synchronique et le point de vue diachronique. Parce que déterminer ne peut pas se décomposer en français, mais se décompose en latin. Parce que dans déterminare, il y a bien, je n'ai pas détaillé le sens là, mais il y a un sens de déterminare qui vient bien d'une formation par préfixation avec dé et terminus. Donc là, il faut bien voir la distinction entre synchronie et diachronie, ne pas confondre les 2 points de vue. Et là, quand on parle de décomposition en morphèmes des unités lexicales, on en parle dans une perspective ici purement synchronique. Une autre remarque sur les variations morphologiques possibles dont je ne parle pas, c'est que les préfixes sont susceptibles de prendre des formes différentes. C'est-à-dire que le préfixe négatif 1, il peut prendre la forme il dans illégal, un im dans impossible, ir dans irréel, mais c'est à chaque fois le même préfixe 1, ce qu'on appelle donc des allomorphes. Bien, alors, j'en ai terminé avec la morphologie lexicale.
Je voudrais juste finir ce cours si vous n'avez pas... Est-ce que vous avez des questions là sur la morphologie lexicale? Non, ça va? Bon, on est passé très vite, hein, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais comme on approche du dernier cours, je limite un petit peu le propos. Donc je voudrais terminer le cours de ce semestre avec une petite initiation à la linguistique guillaumienne dans cette 5e partie sur la sémantique grammaticale. Donc là, on a vu quelques éléments de sémantique lexicale. Maintenant, sémantique grammaticale, un aperçu des systèmes de la langue selon Gustave Guillaume, systèmes et processus mentaux. Le point de vue ici est évidemment très partiel, très restrictif. Hein. On va parler de toute façon simplement lors de la séance prochaine, qui est la dernière du semestre, on va parler de Gustave Guillaume. Mais s'il est vrai que c'est un auteur très important pour ce qui est de la question de la sémantique grammaticale, il y a évidemment une infinité de sujets qu'on n'aura pas le temps d'aborder, et en particulier, je voudrais mentionner les rapports de la sémantique grammaticale avec la pragmatique, hein, parce que beaucoup de mots, vous vous souvenez quand on a parlé de la différence entre les mots lexicaux et les mots grammaticaux, on a vu qu'il y avait un certain nombre de cas qui relevaient donc de l'indexicalité. Hein, je vous souvenez, je vous avais donné l'exemple vous dites au chauffeur de taxi, ramenez-moi à la maison, hein, de quelle maison il s'agit. Bon, là, c'est pas un cas très net d'indexicalité, mais si vous prenez les jeux, par exemple, qui renvoie à la personne qui est en train de parler, etc. Donc tous les mots indexicaux, je, ici, maintenant. Tout cela, ce sont des mots grammaticaux, hein, les pronoms, par exemple, sont des mots grammaticaux qui mettent en jeu une dimension énonciative ou pragmatique, si on veut, qu'on peut intégrer dans la question de la sémantique grammaticale. Alors, je me contente de vous signaler ici, parce que j'ai écouté récemment et c'est vraiment intéressant et tout à fait abordable, le premier cours de François Recanati, donc, qui est professeur au Collège de France, qui est professeur plutôt du côté de la philosophie du langage, mais il est aussi un spécialiste de pragmatique linguistique. Donc, son premier cours sur la première personne, hein, il a fait une série de cours sur la première personne l'année dernière, c'est accessible sur le site internet du Collège de France, donc je vous y renvoie. C'est pas une obligation, hein, pour être très précis, je ne vais pas vous interroger sur cette vidéo, évidemment, à l'examen, mais c'est une approche très abordable, très intéressante sur la notion générale d'indexicalité, et je vous conseille vivement d'écouter ce cours. Alors, donc, nous, on va se concentrer sur une approche très spécifique, qui est celle de Gustave Guillaume, et je voudrais juste aujourd'hui vous donner quelques rapides éléments bibliographiques. Donc, Guillaume est né en 1883, mort en 1960, et en fait, c'était un employé de banque, hein, Guillaume, qui avait comme client, dit-on, Antoine Meillet, un grand linguiste français. Ils ont fait connaissance à la banque et donc à un moment donné, Antoine Meillet propose à Gustave Guillaume de suivre ses cours à l'école pratique des hautes études. Donc Guillaume a 26 ans et bon, vous lirez, hein, sur la diapositive, Antoine Meillet, c'est vraiment un très grand linguiste, hein, qui a formé toute une génération de linguistes français, benvenistes, Dumézil, c'est pas vraiment un linguiste, mais Martinet, Ténière, etc. Vous voyez, donc c'est quand même vraiment un très grand nom de la linguistique française. Donc, vous voyez, en 1909, Guillaume commence à suivre les cours de Meillet, et 10 ans après, donc quand même 10 ans de travail, hein, il publie son premier livre, Le problème de l'article et sa solution dans la langue française. Donc c'est un autodidacte complet, hein, Guillaume. Il n'a jamais été
Alors, il a suivi les cours à l'école pratique des hautes études de Mayenne, mais il n'a pas suivi un cursus universitaire normal, ce qui expliquera qu'en réalité, il n'a jamais été professeur à l'université, il a simplement été vacataire à un moment, à partir d'une certaine date que je rappellerai tout à l'heure, et c'est quand même un marginal, c'est un autodidacte et un marginal. Mais il a construit une théorie qui a plu à beaucoup de jeunes linguistes de l'époque qui sont ensuite devenus des linguistes importants et qui ont donc transmis cette théorie. Donc il y a 2 livres importants de Guillaume, Le problème de l'article et sa solution dans la langue française, et puis Temps et verbe, théorie des aspects des modes et des temps. Ce sont les 2 principaux livres, vous voyez, publiés à 10 ans d'écart. Et le reste, ce sont des articles. Alors, ah oui, la date est indiquée ici, 1938. Vous voyez, en 1938, il est chargé de conférences à l'école pratique des hautes études. Donc, c'est un vacataire, c'est-à-dire qu'il avait un autre métier à côté et il donnait quelques heures de cours à l'école pratique des hautes études. Et à partir de là, il a construit, donc, enfin, il avait déjà, évidemment, une théorie extrêmement intéressante et il a développé cette théorie lors de son enseignement. Alors, je mentionne un certain nombre de ses publications pour vous montrer qu'il y a une dimension dans son travail qui est évidemment, dont on va voir qu'elle est cognitive. On en a déjà parlé un peu à partir de, vous vous souvenez, de idéogénèse et morphogénèse. Mais là, vous voyez, simplement, on voit qu'il a publié dans des journaux de psychologie. Alors certes, la psychologie de l'époque avait un spectre beaucoup plus large qu'aujourd'hui, mais quand même, on voit ces articles publiés dans des revues de psychologie, ce qui veut dire qu'elles ont une dimension, que ces articles ont quand même une dimension psychologique. Hein, vous voyez, ensuite, en psychologie cognitive, etc. Il publie aussi beaucoup dans une revue qui s'appelle Le Français moderne. Remarquez également esquisse d'une théorie psychologique de la déclinaison. Donc on voit bien avec ce genre de titre qu'il y a une entrée dans la linguistique, un type de théorie linguistique qui est lié à des théories psychologiques, hein, d'une certaine façon. Bon, là, toute cette liste, c'est sa bibliographie complète. Hein. C'est-à-dire que il n'y a pas les publications de Gustave Guillaume de son vivant sont assez peu nombreuses. Hein. Il y a 2 livres importants, un 3e, bon, que je ne mentionne pas, mais qui était celui-ci, 45, publication, l'architectonique du temps dans les langues classiques. Et puis quelques articles qui ont été recueillis dans un volume qui s'appelle Langage et sciences du langage. Donc assez peu de publications de son vivant, mais vous allez voir beaucoup d'inédits liés à ces cours à l'école pratique des hautes études. Remarquez également un article dans une revue de philosophie, les études philosophiques, l'article de 58, Observation et explication dans les sciences du langage. Il y a aussi une dimension très philosophique dans l'œuvre de Guillaume. Bon, alors il meurt en 1960, il laisse énormément de manuscrits qui sont partis à l'Université Laval à Québec, parce qu'un disciple de Guillaume s'appelait Roquevalin et donc a été le légataire des écrits de Guillaume. Je n'ai pas vraiment d'explication, mais je pense quand même que Guillaume, estimant que l'université française ne lui avait jamais fait de place, n'a pas voulu laisser son œuvre à la France et l'a donnée au Québec, hein, ce qui peut se comprendre. Et en 1969, on a commencé à publier ses leçons. Donc en 2016, il y avait 23 volumes parus. Ensuite, on a publié Langage et sciences du langage, donc en 1964, qui a été réédité, hein, qui est donc le recueil de ces articles. Principe de linguistique théorique, c'est un recueil fait à partir d'extraits de ces leçons. Et puis là, ce sont des livres inédits, Prolégomène à la linguistique structurale, etc. Il y a eu aussi en 2007 Essai de mécanique intuitionnelle, donc des livres qu'il n'avait pas publiés, mais qui étaient presque complètement prêts, hein, dans ces inédits. Et puis il y a une base de données, Gustave Guillaume,
à partir de laquelle on peut retrouver beaucoup de ces publications. Donc c'est en fait une trentaine de livres, hein, l'œuvre de Gustave Guillaume, et il n'y a pas d'équivalent à part Benveniste au XXe siècle en termes d'ampleur de la publication, d'ampleur de l'œuvre. Donc, voilà pour les éléments biographiques. La semaine prochaine, je vous parlerai donc de ces 4 points. Donc on va aborder ces 4 points. D'abord quelques concepts de base et puis ensuite le système du mot, le système de l'article et le système verbo-temporel. Alors une précision, la semaine prochaine, le cours commencera à midi au lieu de 11 h parce que j'ai une réunion malheureusement qui va me retenir jusqu'à midi. Mais on fera quand même, donc j'introduirai quand même ces notions-là, ce sera le dernier cours de l'année. Et ce que je vous proposerai, mais je vais le réexpliquer la semaine prochaine, c'est comme je le fais souvent les années, je l'ai fait souvent les années antérieures, c'est au mois de janvier, après les vacances de Noël, je vous proposerai une séance par Zoom de révision, ou une séance en plus, si vous voulez, pour vous donner la possibilité de poser toutes les questions quand vous aurez révisé un petit peu le cours et pour vous rafraîchir un petit peu les idées après les vacances, juste avant l'examen. Donc, hein, je ne me souviens plus de la date précisément, je vous redirai ça la semaine prochaine. Mais donc, il y aura une séance en plus à distance, simplement où je répondrai à vos questions. Puis ça durera le temps que ça durera, en fonction du nombre d'étudiants et d'étudiantes qui seront connectés et puis des questions que vous aurez. Hein. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à la semaine prochaine.